Cannes Cinéma organise toute l'année des rencontres et des masterclass en salle de cinéma pour tous, étudiants et grand public, mais aussi dans les établissements scolaires. Ces rencontres et ces masterclass ont lieu aussi pendant les rencontres cinématographiques de Cannes au mois de novembre. Et Cannes Cinéma, cette année, a voulu prolonger l'expérience et a voulu poursuivre sa mission, en particulier en proposant des rencontres, toujours de Cannes Cinéma, avec des professionnels, cette fois-ci, sur Internet. Nous préparons d'ailleurs ces rencontres avec différents partenaires et différentes structures, que ce soit des établissements scolaires ou toutes sortes d'autres établissements. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Jérôme Enrico, qui est bien connu, mais nous reviendrons tout de suite sur sa carrière. Avant de le présenter plus en détail, je voudrais vous présenter les différents intervenants. Nous allons commencer, bien entendu, par les demoiselles. C'est la politesse qui l'exige. Alors, nous avons d'abord 3 étudiantes de BTS, métier de l'audiovisuel, du lycée Carnot de Cannes. Il y a d'abord Jeanne Daniel, en montage première année. Faites-nous signe, Jeanne. Vous n'entendez, Jeanne? Faites-nous signe. Voilà. En deuxième année, nous avons en montage Sarah Brinca. Vous y êtes? Voilà. Et toujours en deuxième année, en gestion de production, Fanny Béringuet. Maintenant, les 2 garçons sont des élèves de seconde du lycée Amiral de Grasse et ils sont en spécialité audiovisuelle, cinéma audiovisuel. Il y a Victor Janas, faites-nous signe, Victor, voilà, et il y a Noé Després. Bien. Nous avons donc encore une fois la chance de recevoir Jérôme Enrico, que je remercie de nous accorder de son temps. Et pour le présenter, je vais les citer. Jérôme Enrico dit « Mon père était un cinéaste, je suis un cinéaste. Comme les boulangers, nous faisons des films de père en fils. » Le père de Jérôme Enrico était Robert Enrico, que vous connaissez parce qu'il a réalisé Les Grandes Gueules, Le Vieux Fusil, Les Aventuriers. Mais Jérôme Enrico ne doit rien à son père, puisqu'il est lui-même réalisateur, après avoir été assistant réalisateur. Il est scénariste, il a même été un peu acteur, et il est directeur actuellement d'un établissement d'enseignement du cinéma qui est l'ESSEC, ou l'École supérieure d'études cinématographiques. Les 2 films de fiction que Jérôme Enrico a réalisés sont Paulette, avec Bernadette Lafont, et Cerise. Et récemment, il s'est fait remarquer par un documentaire qu'il a réalisé sur son père, qui s'appelle Robert Enrico, un bref passage sur Terre. Donc vous voyez, vous avez de la chance aujourd'hui d'avoir un tel cinéaste avec vous, mais c'est surtout en tant que scénariste que nous allons être amenés à interroger Jérôme Enrico. D'abord, encore une fois, bienvenue Jérôme. Et c'est moi qui vais vous poser la première question. Finalement, c'est une question qui est un peu provocatrice. Hein. Et selon vous, est-ce que le scénariste est un auteur ou un technicien? Non, je pense que scénariste est absolument un auteur. Enfin, je pense que c'est même la première la première pierre de l'édifice. Et on a en plus une tradition en France, c'est que souvent, qui est particulièrement française, européenne, on va dire, mais française avant tout, qui est que le créateur, le réalisateur, le chef d'orchestre d'un film est souvent l'auteur ou le co-auteur de son scénario. Donc il y a souvent ce lien ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis, par exemple, etc. Mais oui, je pense qu'écrire, c'est l'acte fondateur et c'est un acte créatif, même si ça fait appel à une certaine technique d'écriture qu'on apprend dans les écoles, voilà. Donc, en ce sens, vous n'êtes pas d'accord avec François Truffaut, qui disait que le seul auteur du film, c'est le réalisateur. Selon vous, le scénariste est bel et bien un auteur à part entière. Je pense que c'est un auteur à part entière et simplement, je ne suis donc pas d'accord avec Truffaut, mais je rajoute quand même à cela que dans notre pays et la nouvelle vague a été l'école de cela, on va dire, et Truffaut avec, le réalisateur et l'auteur et le scénariste sont souvent les mêmes, quoi, en fait, ou Oui. travaillent de façon très proche. Alors, il y a Fanny maintenant qui a une question à vous poser. Oui, je voulais savoir à quelle étape de la création d'un film vous intervenez et quelle est votre place dans le processus et est-ce que vous jouez un rôle pendant le tournage?
Alors, il y a différentes façons en tant que réalisateur, évidemment, j'ai développé des histoires comme scénariste en amont. J'ai travaillé de deux façons. J'ai d'abord travaillé beaucoup, j'ai gagné ma vie comme ça en travaillant comme scénariste à la télévision et où donc j'ai écrit des épisodes de séries diverses et donc je n'étais que auteur sur ces projets. Et puis j'ai travaillé comme scénariste également sur des projets, par exemple Paulette, qui est le deuxième long métrage que j'ai fait, a été écrit avec d'ailleurs des étudiants de l'école que je dirige aujourd'hui, mais ça a été un travail de scénariste dont je voulais être le réalisateur et dont je suis devenu le réalisateur. Et donc, c'est deux choses un peu différentes. Je me rappelle plus ce que c'était que la fin de votre question. Est-ce que vous jouez un rôle pendant le tournage? Alors, est-ce qu'on joue un rôle pendant le tournage? Oui, quand on est le réalisateur, bien sûr. Quand on est simplement le scénariste, par exemple, d'une série télé, d'un objet, pas forcément. Ça dépend de la proximité qu'on a avec le réalisateur. En revanche, je pense qu'on joue souvent un rôle à travers les comédiens. Pourquoi? Parce que il me semble que le scénariste, celui qui s'est posé des questions pendant des heures, des jours, tout seul ou avec un partenaire scénariste sur les histoires qu'il raconte, est celui qui connaît le mieux les personnages. C'est celui qui sait pourquoi ils font ça. Il s'est posé ces questions tranquillement, lentement. Donc, les acteurs sont en général assez friands de se savoir que les scénaristes ont des personnages qu'ils vont incarner. Et donc, il y a souvent, voilà, ça dépend de la proximité qu'on a avec le réalisateur. Ça dépend il y a des tas de cas de figure différents. Il y en a qui laissent intervenir, d'autres moins. Il n'y a pas une seule. Mais j'ai souvent mesuré le savoir que moi-même j'avais comme sur les personnages qu'incarnaient les comédiens et on fait le même travail en fait. Il y a une grande proximité entre le travail de scénariste et le travail d'acteur, je crois. Et je voulais savoir aussi, est-ce que c'est vous qui proposez des sujets ou est-ce qu'on vient vous les soumettre? Et est-ce que c'est possible d'écrire un scénario sans connaître le réalisateur? Alors forcément, comme moi-même je suis réalisateur, j'imagine les choses avec un œil de réalisateur. Je projette la façon dont je vais. Mais il m'est arrivé d'écrire vraiment des. Je me souviens par exemple d'un film catastrophe autour d'une panne électrique qui est un projet de TF1 que j'ai écrit intégralement, que je n'ai pas réalisé. Et évidemment, je me suis quand même projeté dans l'écriture qui est très visuelle du cinéma, enfin l'écriture audiovisuelle. Je voulais vous demander, parce que le scénariste et le réalisateur travaillent beaucoup ensemble, mais est-ce que la différence de personnalité n'influence pas ce travail? Bah, si, bien sûr que les personnalités de chacun, non seulement influencent, mais enrichissent le travail, hein. On n'a pas forcément envie de travailler avec son clone, on a envie de travailler avec des gens qui vous apportent la contradiction, on a envie voilà, et souvent, après la réalisation et le scénario, c'est vraiment deux métiers assez différents. L'un est un travail plutôt solitaire ou en tout cas un peu à l'écart des choses, etc. Celui de réalisateur, c'est au contraire une projection dans la réalité où on essaye de rendre les rêves vivants. Donc c'est vraiment deux choses très différentes. L'une est vraiment réfléchie, etc. Et l'autre est plutôt une histoire d'action, de la réalisation. Donc maintenant, oui, bien sûr, je pense qu'il y a comment dire, des couples de scénaristes et de indissociables qui travaillent ensemble, qui ont fait des films ensemble, qui continuent de travailler ensemble. Voilà. Jacques Brel, Polanski, enfin il y en a plein hein, mais forcément. Après, c'est vrai que on a envie de travailler quand on travaille avec un autre scénariste en tant que scénariste ou quand on travaille comme réalisateur avec un scénariste on a envie, c'est comme ce sont en général de très longues discussions euh, euh, qui consistent à parler de tas de choses, de la vie, forcément c'est un lien de complicité qui se noue. Hein. Souvent, moi, j'explique à mes étudiants, puisqu'on a une classe de scénario à l'ESSEC, je leur dis mais le scénario c'est 20% d'écriture et 80% de blablabla et de bavardage et d'échanges. Donc à un moment donné, il faut être en face de quelqu'un avec qui on a envie de parler pendant aussi longtemps. Parce que si on n'a pas cette envie-là, ben c'est compliqué. Mais par exemple, je suis en train de développer une série
en ce moment. Je travaille avec un ami qui est ancien journaliste, reporter de guerre, avec qui j'ai écrit un scénario de long métrage et sur lequel on a collaboré par le même outil qu'on utilise en ce moment, puisque le confinement était ce qu'il était, mais on a passé des journées entières autour de l'ordinateur à bavarder de choses et d'autres, etc. On se connaît depuis très longtemps, on a une vraie complicité, et de ça, il sort quelque chose de vivant, en fait, qui est la matière même d'un scénario. Alors, comme vous êtes entré un petit peu dans votre intimité, je crois que les étudiants ont des questions un peu plus indiscrètes à vous poser, et c'est en particulier le cas de Sarah. Je voulais savoir pourquoi le réalisateur faisait appel à vous. Alors, moi, je suis un peu un cas particulier parce que on a fait appel à moi à l'époque où je travaillais pour la télévision, comme je l'expliquais juste avant. J'ai donc travaillé énormément pour la télévision. J'ai gagné ma vie comme ça longtemps. Je suis et ensuite j'ai réalisé des films. J'ai réalisé des films. J'ai parallèlement réalisé des séries pour la télé, des téléfilms. Et donc on est venu me chercher comme réalisateur. En fait, j'ai pas travaillé tant que ça comme scénariste uniquement, si ce n'est sur des choses de commande qui venaient de la télévision. Donc en fait, à la télévision, c'est un peu différent parce que quand on travaille sur une série, Alice Nevers, je me rappelle, Blackout, cette série catastrophe dont je parlais, pas série deux unitaires, c'est une commande du producteur pratiquement, puisqu'en fait, il cherche un scénariste pour développer un sujet. Et à partir de là, on a affaire au producteur, à la chaîne de télévision, qui ensuite choisit un réalisateur. Bon, il m'est arrivé d'ailleurs d'être les deux. Il m'est arrivé d'être juste un scénariste. Après, sur des projets divers, j'ai travaillé sur le scénario d'autres personnes, un ami très cher qui s'appelle Patrice Noya. Je travaille en ce moment avec quelqu'un qui était aux rencontres de Cannes avec moi en novembre dernier sur un projet, François Trouquins, qui est réalisateur, qui a réalisé un film qui s'appelle Tueur, qui est un réalisateur belge, et je travaille avec lui sur un projet dont il a eu l'idée et donc qu'on a décidé d'écrire ensemble et qu'il réalisera lui. Donc, on échange. Voilà, j'ai passé un moment chez lui juste avant le confinement. On a écrit à distance. La balle est dans son camp. J'attends son retour. Et on s'est choisi autour d'un sujet qui nous réunissait. C'est lui qui en a eu l'idée. Il voulait que je travaille avec lui là-dessus parce qu'il pensait que j'amenais une légitimité dans le sujet en question que lui n'avait pas tout seul. Alors, il y a Jeanne qui voudrait aller un peu plus loin avec vous. Oui. Est-ce que vous pensez que vous pouvez travailler sur plusieurs scénarios en même temps? Alors, c'est pas que je pense, c'est que je pratique. Juste avant de me connecter avec vous à l'instant, je travaille sur un autre projet de série qui n'est pas celui dont je viens de parler juste avant. Je travaille sur 2 projets de série en fait et sur un long métrage. Évidemment, le confinement, la possibilité de faire un certain nombre de choses m'ont beaucoup poussé à écrire. Au début, c'était un peu compliqué, j'avoue, l'enfermement, mais après, donc j'ai développé plein de choses ensemble et ça arrive très très souvent. C'est-à-dire que en général, un film, si vous voulez, ce qui fait, à mon avis, le temps fait à l'affaire en écriture. C'est-à-dire que il y a un moment, il faut laisser reposer. C'est comme la pâte. On ne peut pas travailler en continu pendant 2 mois et trouver. Il y a un moment, il faut laisser reposer les choses. Donc on fait autre chose. Donc on travaille éventuellement sur un autre scénario, une autre histoire. On se vide la tête et puis on revient sur la première. Et à ce moment-là, bizarrement, c'est ce que Jean-Claude Carrière, grand scénariste, appelle l'écrivain fantôme. On s'aperçoit que le scénario, on a une vision beaucoup plus claire dessus. Il y a quelque chose qui s'est passé pendant qu'on travaillait pas dessus. On voit les choses plus nettement, on voit ce qui marche pas, on voit ce qui marche, etc., etc. Et donc ces plages de temps, elles sont indispensables au travail de l'écriture. Donc à un moment donné, surtout quand on ne vit que de ça, ce qui est pas mon cas, mais pour beaucoup de scénaristes c'est le cas. À ce moment-là, forcément, on travaille sur un objet, on le laisse reposer, on en fait un autre. Enfin, comme un boulanger, quoi, pour reprendre la métaphore du début, c'est aussi quelque chose que j'essaye beaucoup de transmettre à mes étudiants, c'est leur dire qu'on ne peut pas être l'auteur, pardon, d'un seul projet. On est nécessairement l'auteur de tas de projets différents jusqu'à un certain nombre. On ne peut pas faire 10 choses à la fois, mais on peut en faire 2 ou 3 aisément. Et Jeanne, justement, va peut-être faire un petit bilan d'étape avec vous.
et elle va vous poser une question qui va peut-être vous étonner. Quelle définition vous donnerez au scénario? Et pour vous, c'est quoi les critères d'un bon scénario? Quelle définition je donnerais au scénario? Alors, qu'est-ce que je pourrais donner comme définition au scénario? C'est pas vraiment une définition, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, qui est l'idée que euh, c'est finalement la résultante, le résumé de tas d'histoires qu'on s'est écrites de tas de choses qu'on s'est dites sur des personnages, et à un moment donné, on se demande quelle histoire pourrait avoir lieu entre tous ces personnages. Hein, c'est pas de moi, c'est de Prévert. Mais je pense que il travaillait comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il parlait avec Carnet, il parlait des personnages, et au bout d'un moment, seulement au bout d'un moment, il se demandait quelle histoire on pourrait raconter avec tous ces personnages. Voilà, un scénario, c'est un peu cette chose étrange. Et quelle est la deuxième question? J'ai oublié, pardon. C'est quoi les critères d'un bon scénario pour vous? Quels sont les critères d'un bon scénario? Bah, c'est quelque chose qu'on ouvre et qu'on lit jusqu'au bout sans que ça vous tombe des mains, quoi. Je pense que c'est le premier critère pour moi. C'est-à-dire un scénario, c'est quelque chose qui vous emmène. C'est une écriture très particulière, le scénario. C'est une écriture où, contrairement au théâtre ou contrairement au roman, c'est quelque chose où chaque pierre vient s'additionner à l'édifice pour construire une histoire. Et donc, toutes les séquences sont utiles, sont nécessaires, et donc on doit être emporté par quelque chose, que ce soit une histoire intime, que ce soit un film d'action, que ce soit un polar, que ce soit c'est un jeu de construction dans lequel on est attrapé, quoi. Quelle différence y a-t-il entre le scénario et le texte littéraire? Quelle différence y a-t-il? Alors, je pense, c'est pour ça qu'on l'enseigne. Je pense que l'écriture audiovisuelle, scénaristique, a un aspect technique qu'a aussi l'écriture littéraire, mais un aspect très spécifique qui fait qu'on peut l'enseigner, à mon avis, en tout cas, donner un certain nombre de recettes de cuisine, entre guillemets, à des étudiants qui essayent d'avoir des points de repère dans une matière qui est assez floue, assez volatile, etc. Et je pense que la grande différence, c'est que c'est un peu ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que un scénario obéit à des règles de structure et de construction, de structure d'abord, de colonne vertébrale, de comprendre comment une scène en appelle une autre et puis une autre. Il y a un lien de cause à effet entre les scènes dans un scénario qu'il n'y a pas forcément dans la vraie vie et qu'il n'y a pas forcément dans l'écriture romanesque. Dans l'écriture romanesque, on peut aller librement suivre les errances d'un personnage. Au théâtre aussi, on est moins contraint par cette écriture. Pourquoi? Parce que la lecture est pas la même. Quand on lit un roman, on peut s'arrêter, on peut revenir en arrière, on peut tourner 3 pages, voilà. Et ça fait même parfois partie du plaisir de la lecture. Quand on écrit un scénario, d'abord c'est pas une œuvre finale, c'est une œuvre intermédiaire pour en faire un film. Et l'œuvre finale, le film, c'est quelque chose qui va se dérouler devant vos yeux sans la possibilité de revenir en arrière. Alors vous allez me dire, si vous êtes chez vous avec votre magnétoscope ou votre lecteur de DVD, oui, c'est possible. Mais au cinéma, non, ça n'est pas possible. Et donc c'est une vraie question. Si à un moment donné vous avez loupé quelque chose de l'histoire d'un personnage, de ce qui se passe, ben vous avez aucune chance. Si vous essayez de comprendre, de réfléchir à ce que vous avez perdu, vous allez louper ce qui continue de se passer parce que le film continue de défiler. Et c'est la grande différence. Donc il y a quelque chose de plus technique, à mon avis, dans cette écriture-là, de plus rigide aussi, moins souple, et qui obéit à certaines règles. Après, on peut transcender les règles, hein, et il y a d'immenses films qui ont, voilà. Mais il y a un certain nombre de règles de narration, de structure, d'écriture qui sont assez spécifiques, me semble-t-il. Quelle est la différence entre un scénario de fiction et un scénario d'un film documentaire? Et est-ce qu'il faut forcément un scénario pour un film documentaire? Alors, de plus en plus, la tendance est à écrire un scénario pour un film documentaire, et donc à scénariser un film documentaire. Alors là, je peux vous en parler récemment. Moi, j'ai fait un film dont on parlait juste avant, sur mon père, et en fait, j'ai écrit intégralement ce que je voulais raconter. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, très clairement dans ma tête l'idée que je voulais construire ce film autour d'un film qu'il n'avait pas fait, qui n'était pas allé jusqu'au bout et dont j'avais des rushs.
Et c'était un peu pour moi la colonne vertébrale. L'enquête sur ce film était la colonne vertébrale de mon documentaire. Et à cette occasion, et au cours de cette quête, je voulais raconter des fragments de la vie de mon père de façon assez impressionniste. Et donc, j'ai écrit tout ça. Et j'ai un texte qui faisait une quarantaine de pages, qui est si ce n'est un scénario, en tout cas, le déroulé extrêmement précis du film que j'ai fait par la suite. Je pense, en fait, quelle est la différence entre un documentaire et un film de fiction? Objectivement, je pense que chaque fois qu'on prépare un film de fiction, on fait d'abord un documentaire. C'est-à-dire que qu'on le tourne pas, on fait un documentaire dans sa tête. On se documente sur l'histoire qu'on va raconter, on se documente sur les personnages, etc. Et moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, pourquoi on faisait de la fiction plutôt que du documentaire? Parce qu'il est impossible de filmer, par exemple, les vraies personnes. Quand on peut filmer les vraies personnes, on fait du documentaire. C'est très fort, voilà. Quand on n'a pas cette possibilité, qu'on est obligé de reconstruire les choses, qu'on a besoin éventuellement de les rendre plus dramatiques, de les dramatiser, à ce moment-là, on utilise la fiction. Mais la fiction s'appuie toujours sur un documentaire. Donc, c'est deux choses très, très proches, à mon sens. Et il y a un moment donné où simplement, c'est l'impossibilité d'en faire un film documentaire qui pousse à faire de la fiction. Mais on a tous les gens, scénaristes, réalisateurs qui travaillent sur des œuvres de fiction ont finalement quelque part fait un documentaire avant de la même histoire qu'ils ont tourné, qu'ils n'ont pas tourné. Et vous verrez même qu'il arrive souvent, j'ai pas d'exemple sous la main là comme ça, mais il arrive souvent que des réalisateurs aient tourné un film documentaire et après aient eu envie d'en faire une fiction. Mais pour prolonger votre propos, est-ce qu'il n'est pas dangereux d'écrire un scénario pour un documentaire parce que cela signifie qu'on sait déjà où on va, alors que le documentaire peut être aussi une exploration du réel. Si on sait déjà ce qu'on veut faire dire au réel, où est l'aspect véritablement documentaire? On est là plutôt dans un point de vue qui est très subjectif. Alors, est-ce qu'il est possible d'être objectif en documentaire aussi? C'est une autre question. Moi, je pense que de toute façon, à partir du moment où on fait un film, une œuvre, on est subjectif. On décide de choisir, de ne garder que ce qu'on a envie de garder ou de choisir. Maintenant, c'est pas parce qu'on écrit un documentaire qu'on se ferme à la contradiction et aux choses qui ne rentrent pas dans l'écriture de ce documentaire. On va aller interviewer des gens, on va poser des questions et chacun va avoir ses réponses et ça va emmener le film ailleurs. C'est d'ailleurs la grande différence qu'il y a dans une partie qu'on pourrait appeler une partie de réécriture d'un film, qui est le montage. Un film documentaire se construit énormément au montage, même s'il a été écrit au préalable, alors qu'un film de fiction ne se construit pas au montage. Il s'améliore, il se réécrit, il se corrige. Mais voilà. Donc, par contre, d'expérience, moi, j'ai moins travaillé, j'ai moins fait de documentaires, c'est moins ma spécialité, mais ça aide énormément d'avoir un canevas, par exemple sur le film sur mon père, sur Robert, on a fait le film très rapidement. On a très longtemps cherché les documents, les éléments, l'enquête dont je parlais, etc. Et puis un jour, les choses se sont accélérées. Thierry Frémaux a décidé de prendre le film pour le Festival Lumière, etc. Et nous, on commençait à tourner des choses simplement. Donc en fait, on a fait le film et on l'a bouclé pratiquement en 2 mois, ce qui pour un film documentaire est pas beaucoup. Et c'est un film d'1 heure et demie quand même. Mais en fait, là, l'histoire, la structure qu'on avait construite nous a aidé énormément. Parce qu'on savait où on voulait aller. Alors en plus, bon, c'était un sujet qui m'était tellement personnel qu'il y a un moment donné où il était en moi, j'avais pas vraiment besoin de réfléchir quand les choses me paraissaient être dedans ou pas, mais et en même temps, on conserve sa liberté puisqu'on fait du documentaire et qu'on ne maîtrise pas tout, quoi. Bien maintenant, Noé va nous emmener vers un autre terrain que vous avez déjà d'ailleurs un peu abordé, c'est celui de la télévision. Noé, c'est à vous. On a vu les différences entre un scénario de documentaire et un scénario de fiction, mais dans les fictions, quelles sont les différences entre une fiction pour le cinéma et une fiction pour la télévision? Quelle différence? Alors, quelle différence ça se joue sur plusieurs plans. Sur le plan d'un film unitaire pour la télévision et d'un film de cinéma, en soi, il n'y a pas de différence. La différence, c'est qu'en général, il y a moins de moyens à la télévision pour faire la même chose. Donc, ça veut dire qu'on tourne plus vite. Donc, ça veut dire ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut dire que c'est différent.
Par ailleurs, il y a la grande différence. J'essaie de comparer des choses comparables, hein, parce que la série télé, c'est encore autre chose dont on peut parler après si vous voulez. Après, la différence, et y compris pour un scénariste, c'est qu'on a, jusqu'à nouvel ordre, une plus grande liberté au cinéma qu'à la télévision. Pourquoi? Parce que la télévision, en tout cas la télévision telle qu'on la connaît principalement en France, les chaînes traditionnelles, TF1, France 2, France 3, etc., ont des lignes éditoriales, décident, essayent de rassembler le public le plus large autour de leur antenne, donc ont des desiderata, des envies, des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Donc c'est un certain nombre de règles dans lesquelles on doit rentrer, voilà, il y a une espèce de... Alors que, par exemple, typiquement, le film que j'ai fait au cinéma, qui a eu un grand succès au cinéma d'ailleurs, qui s'appelait Paulette, on a pu le faire, c'est l'histoire d'une grand-mère qui n'a pas d'argent et qui, à un moment donné, en a marre d'être sans le sou et qui finit par dealer du cannabis pour arrondir ses fins de mois et pour vivre normalement. Bon. C'est en fait un film sur la précarité des vieux. Ce sujet-là, à la télévision, impossible. Aucune chaîne de télévision ne le fera jamais. Alors, on a pu faire le film au cinéma qui a été, c'est vrai, financé par la télévision, France 2 et coproducteur et Canal+, mais c'est parce que le film était un film de cinéma, pas un objet de télévision avec les chaînes de décision de la télévision, etc., etc. Donc il y a une plus grande liberté au cinéma jusqu'à nouvel ordre. Après, il y a une censure économique au cinéma. Avec les problèmes qu'on rencontre en ce moment, la fermeture des salles et tout, je suis pas sûr que ça va être d'une simplicité biblique à la réouverture. Enfin voilà, ça c'est la grande différence. Après, c'est développé, et d'ailleurs en premier lieu aux États-Unis sur des plateformes à travers les séries de HBO que vous avez regardées, j'imagine, Breaking Bad, enfin l'idée de la série qui aujourd'hui est devenue sans doute un des espaces les plus créatifs de l'audiovisuel, parfois plus que le cinéma. La série qui aujourd'hui obéit à d'autres règles encore, puisque là, on développe des personnages dont on va raconter la vie. C'est un peu l'histoire de Prévert dont je parlais au départ, c'est qu'on est plus sur des personnages dont on se dit qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensemble, et on développe 1, 2, 3, 4, 5 saisons d'une histoire que vous avez tous envie de suivre. Voilà. C'est différent du cinéma, où l'histoire est quand même plus forte et les personnages le sont, mais l'histoire se clôture en un film. Voilà. Après, c'est le même métier. On filme des personnages, on filme des acteurs, on raconte des histoires. C'est pareil. Par rapport à la série télévisée, est-ce qu'on a une approche différente que pour le cinéma? Ah oui, alors à mon avis très différente. D'abord, quand on fait une série aujourd'hui en France, une série en moyenne c'est entre 8 et 10 épisodes. 8 ou 10 épisodes de 45 ou 50 minutes, ça fait quand même pratiquement 6 à 7 heures de film. Il faut du carburant pour remplir les 6 à 7 heures de film, c'est évident. Donc c'est pas pareil que de faire un film d'une heure et demie ou 2 heures, ça n'a rien à voir. Donc à un moment donné, on est obligé de faire un travail sur les personnages beaucoup plus profond, beaucoup plus fort, qui va permettre de nourrir les différents épisodes, rebondissements de l'histoire à travers les personnages, et d'avoir plusieurs personnages qui vont porter la série qu'on raconte. Donc c'est très différent voilà, c'est très différent. Il y a des choses communes bien entendu, mais je dirais que sur le film, on suit une histoire qu'on a envie de raconter entre des personnages, alors que en série, on suit des personnages dont on imagine quelle histoire on va raconter. C'est pas exactement pareil. Je sais pas si vous me suivez mais c'est la grande différence. Nous allons aborder maintenant, si vous voulez bien, un domaine dont on parle très souvent à propos du scénario. Ce sont les rapports du scénario et de la littérature. Et je crois qu'à ce niveau-là, c'est Fanny qui avait une question. Est-ce que l'adaptation littéraire est un exercice particulier dans l'écriture du scénario lui-même? Oui, c'est un exercice extrêmement particulier, pas nécessairement plus simple qu'un scénario original. Moi, j'ai le souvenir de m'être confronté à un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Arto Pasilina,
qui est un auteur finlandais qui a écrit Le Lièvre de Vatanen, La cavale du géomètre à laquelle je m'étais intéressé. Et il y avait des choses que j'aimais énormément dans le roman, et en même temps, puisqu'on y faisait allusion tout à l'heure, il n'y avait pas la structure d'un récit. Il y avait des choses qui se barraient un peu dans tous les sens, avec une thématique, et on essayait de renforcer cette chose-là. Donc on a démonté tout le roman, on a gardé les choses qui nous plaisaient, on a gardé les personnages qui nous plaisaient, hein, tout ça venait du roman, bien entendu, et après, on a essayé de construire une histoire, mais ça a été très compliqué, parce que finalement, restructurer, redonner une colonne vertébrale à quelque chose dont le charme, c'était que c'était des vertébrés, au contraire, n'était vraiment pas simple. Et donc, parfois, on est obligé, ce que j'ai fait là, en tout cas, de démonter complètement le roman, l'objet, etc., pour le reconstruire complètement, en gardant ce qu'on aime dedans, évidemment, les personnages, les éléments forts, les scènes fortes, etc. Mais c'est pas forcément simple, et c'est parfois plus simple de partir d'une page totalement vierge. Lorsqu'on s'attaque à un géant de la littérature, est-ce qu'on ressent une appréhension particulière? Non, je crois pas, parce que, alors moi je me suis pas attaqué à un géant de la littérature, j'ai pas essayé d'adapter la condition humaine ou que sais-je, mais je crois pas on n'a pas cette espèce de déférence, enfin, vis-à-vis si vous voulez, le problème est le suivant. Souvent, vous l'avez peut-être noté vous-même, quand vous lisez un roman d'abord et que vous l'aimez énormément, si vous allez voir le film qui en a été tiré, vous êtes en général à 80%, 90% extrêmement déçu. Bon. Pourquoi? Parce que le roman ouvre l'imaginaire, les possibles, etc. Et qu'un film, c'est le choix d'une personne, voire de 2 ou 3 ou 4, je parle des créateurs, mais c'est une vision spécifique et précise qui n'est pas forcément la vôtre. Si vous n'avez pas vu l'objet qui a fait naître le film en question, eh ben, tant pis, si vous adhérez à ce truc, vous aimez le film et c'est formidable. Mais en général, quand vous avez les deux, c'est assez compliqué c'est très rare d'arriver parce qu'on a imaginé d'autres choses, etc. Donc je pense que de toute façon, adapter un roman, c'est trahir l'auteur. Donc ça commence par une trahison. Donc à un moment, il faut assumer cette trahison quand on est scénariste. Quand on est scénariste-réalisateur, on a envie d'embarquer l'histoire là, on en a besoin pour en faire un film, donc on est en train de trahir le roman, mais c'est la règle du jeu. Et quelle que soit la notoriété de l'auteur, quelle que soit sa grandeur, la grandeur de son écriture, etc., rien ne restituera la langue de Stendhal à l'image, on fait autre chose. Donc à un moment donné, il faut l'accepter, il faut l'assumer, et voilà. Après, quand on s'attaque à un classique, on sait qu'on va avoir des tas de gens qui auront lu le classique en question et qui auront donc une toute autre vision que la vôtre du roman, et qui, pour cette raison-là, n'aimeront pas le film que vous avez fait, ou c'est ça qui peut arriver. Finalement, est-ce que vous pensez qu'il ne faut adapter que de mauvais romans, si on veut formuler les choses de manière paradoxale? Je dirais pas les choses comme ça, mais soyons honnêtes, il y a pas mal d'assez mauvais romans qui ont fait des très grands films, quoi. C'est que les choses sont souvent, ce qu'on prend dans un roman, c'est un personnage, c'est un bout d'histoire. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cinéma, l'audiovisuel, enfin, parlons du cinéma et d'un film, c'est quelque chose d'extrêmement réducteur. En 1h30 ou 2 heures de temps, on ne peut pas rendre compte d'un ouvrage de 400 pages. C'est pas vrai. Donc, à un moment donné, on a choisi des choses dedans. On a choisi un personnage, on a choisi un bout d'histoire, on a choisi, voilà, la nouvelle est presque plus proche sur le format du long métrage que le roman, quoi. Enfin, il y a des courts romans, etc. Donc, oui, peut-être. Il y a des, comment dirais-je, il y a des romans de piètre facture qui ont donné des grands films. Et Jeanne veut réintervenir sur ce sujet, et je crois qu'elle a envie finalement de réhabiliter le scénario à part entière. Alors Jeanne, dites-nous un petit peu ce que vous vouliez faire remarquer.
Moi, je voulais vous demander si vous considérez que le scénario, c'était une œuvre à part entière. Non, je considère que non, parce que le scénario n'est pas fait pour rester un scénario, ou alors c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Le scénario est un objet transitoire pour devenir un film. Donc c'est une écriture euh, plus technique, hein, comme on le disait tout à l'heure par rapport au roman. Il y a un plaisir, il faut trouver un plaisir de lecture qui va permettre à des gens de s'intéresser au projet, etc. Mais c'est une étape intermédiaire, c'est pas une fin en soi. Contrairement au roman, un roman n'est pas censé forcément être adapté au cinéma ou ailleurs. Un scénario, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un problème, c'est que qui peut être économique, qui peut être de quelle corde que ce soit, mais c'est pas une œuvre en soi, c'est pas une œuvre finale. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, vous poser une question un peu technique. Est-ce que vous pensez qu'un scénario peut échapper à la fameuse règle des trois unités, ou plus exactement des trois actes, ou est-ce que vous pensez qu'on est obligé de s'y soumettre? Et peut-être faudrait-il expliquer au public ce que sont ces trois actes. Alors, les trois actes dont on parle et qui sont les fondements de la dramaturgie, on va dire, on considère que toute histoire est construite sur un conflit majeur. Euh, premier acte, l'exposition de ce conflit. Euh, on fait monter le protagoniste dans l'arbre, pour résumer simplement. Deuxième acte, qui est en général le plus long, c'est tous les problèmes et tous les obstacles qu'il va rencontrer à la réalisation euh, de ce après quoi il court. On jette au type qui est dans l'arbre des cailloux pour qu'il se casse la figure. Troisième acte, on le laisse redescendre, le conflit est résolu, le film est terminé, l'histoire est terminée. Cette règle dramatique assez simple, enfin, et moi j'y crois beaucoup personnellement, et je la crois assez vérifiée. Ça veut pas dire que ce qui est très dur. Enfin, moi ce qui m'a souvent, quand j'ai commencé à écrire, j'avais une vingtaine d'années. Je trouvais que c'était très compliqué de se retrouver dans cette matière très subjective et très volatile qu'est l'écriture. Et à l'époque, il y avait absolument aucune école d'écriture en France. Les seules écoles d'écriture, en tout cas en termes d'audiovisuel, c'était l'école américaine, l'école du roman américain, des Dos Passos, des Steinbeck, et c'est les premiers qui ont théorisé finalement une forme d'écriture qui moi m'a permis. Alors aujourd'hui, c'est les Truby, c'est les McKee, enfin les théoriciens du scénario. Bien sûr que ça peut être limitatif si on prend ça au pied de la lettre, mais en même temps, moi, je suis obligé de dire que c'est des règles qui m'ont aidé à y voir un peu plus clair dans ce métier, dans la façon dont on écrivait, dans la façon d'avoir un certain recul et du regard sur des choses personnelles, etc. Donc oui, je crois à cette règle des trois actes qui est, et je crois à une forme de règle de la dramaturgie. Après, ça ne veut pas dire que on peut prendre ça pour des recettes de cuisine, et comme toutes les recettes de cuisine, il y a un moment donné, il faut rajouter autre chose, il faut changer voilà. Il y a des films qui ont complètement, pour parler du cinéma, comment dirais-je, qui ont cassé ces règles. Il y a un metteur en scène que vous connaissez, j'imagine, que personnellement j'aime énormément, enfin qui même et dans mon panthéon personnel, Federico Fellini. 8 et demi est un film, par exemple, pour ne pas le citer, est complètement déstructuré. Fellini Roma, qu'il a fait également, est un film complètement déstructuré où il n'y a plus cette dramaturgie classique. Voilà, donc, mais avant d'être capable de casser ces règles, etc., je pense qu'on a besoin de pouvoir les respecter, les construire, etc. Et donc moi, c'était quelque chose de très fondateur et qui est important dans ma compréhension de l'écriture, en tout cas. Merci. Alors Noé, maintenant, voudrait aborder un autre domaine du scénario, c'est celui du dialogue. Noé, c'est à vous. Donc, est-ce que aujourd'hui on fait encore la différence entre le dialoguiste et le scénariste? Donc, comme on faisait à la grande époque de Jacques Prévert ou de Michel Audiard. Alors, hélas, de moins en moins, c'est-à-dire qu'il y a des scénaristes qui sont connus pour être de très bons dialoguistes, etc. Mais il y a plus il y a de moins en moins, pour pas dire pas aujourd'hui, des gens à la Michel Audiard ou à la Prévert qui s'occupent uniquement des dialogues et qui font vivre des personnages.
D'ailleurs, est-ce qu'on a aujourd'hui des dialogues avec la Verte d'un Audiard, etc. dans le cinéma? Pas vraiment, je crois, pour être honnête. Mais c'est un métier magnifique, hein, parce que je pense que c'est très difficile et c'est un moment où, alors là, pour le coup, c'est vraiment un métier qui a à voir avec les acteurs. C'est un métier qui a à voir avec le faire vivre les comédiens, les personnages. C'est le moment où tout d'un coup, voilà, et où comment dirais-je, le grand travers des débutants en général dans l'écriture et le scénario, c'est de vouloir raconter tout à travers le dialogue, ce qui devient une espèce de clé d'explication très ennuyeuse. Et en fait, le dialogue, c'est comme une bande son, c'est comme un bruit, c'est comme et quand nous par exemple, on fait travailler dans notre école, on fait travailler énormément les étudiants en leur interdisant de dialoguer jusqu'à la fin, quand ils connaissent les personnages. Et quand vous connaissez les personnages, c'est, par exemple, il y a une chose très différente, à mon avis, entre la première partie du travail sur un scénario, la structure, la construction, le séquencier, la construction d'un film, la partie muette, on va dire, sans dialogue, c'est que c'est quelque chose d'assez douloureux, compliqué, lent, long, qui mérite de laisser reposer, etc. À contrario de ça, le moment du dialogue, ce qui est un moment plutôt très jouissif, je trouve, c'est un moment où on sait absolument, normalement, tout sur les personnages, et donc on n'a plus besoin de réfléchir, c'est un truc qui se marche à l'instinct. Et en général, faire une version dialoguée, qui donne donc le scénario final, c'est quelque chose qui va très vite. C'est-à-dire que c'est pas un truc où on peut réfléchir. On va pas réfléchir à la première réplique, à la deuxième et se reprendre la tête dessus. Quand on fait ça, c'est en général très mauvais. On le jette à la poubelle en sortant. Le dialogue, ça se passe dans l'énergie du mouvement des personnages qu'on a dessiné à travers le travail préalable. Donc on sait comment ils agissent, on sait quelle est leur colère, et on imagine tout d'un coup qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils disent pas. Souvent dans la vie, on s'engueule sur des bêtises, sur l'eau qui est trop chaude, le plat qui est... Alors que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous avez le sentiment que votre femme vous a trompé, et en fait, ça s'exprime à travers autre chose. Donc voilà, le dialogue, c'est ça. C'est à un moment donné quelque chose qui échappe à toute règle, et c'est ça les grands dialoguistes, c'est leur grandeur, et c'est un truc formidable. Et par exemple, autant on peut passer plusieurs mois, voire pas loin d'une année, à développer une histoire, à construire une histoire, dialoguer, faire la version dialoguée, ça prend 15 jours. Ça va très vite. Parce que tout d'un coup, on est dans le flux de la vie, après avoir nourri, construit tous ces personnages. Pensez-vous qu'il est nécessaire d'avoir un univers particulier pour être scénariste? Oui, je pense qu'il faut un univers. Après, il y a des gens qui ont un univers extrêmement singulier et qui en ont fait d'ailleurs leur fonds de commerce. Quand je pense à quelqu'un comme Tim Burton ou je sais pas quoi, vous voyez bien qu'il y a un univers ou Wes Anderson ou voilà. Après, il y a des gens qui ont un univers moins net que celui-là, scénariste ou réalisateur, mais qui ont un univers de toute façon, qui aiment un certain type de personnage, un certain type d'histoire, un certain type. Il y a des gens qui vont être des génies de la comédie sentimentale. Il y a des gens qui sont des génies de la comédie. Il y a des gens qui sont voilà. Mais oui, il faut un univers. Si on n'a pas d'univers, qu'est-ce qu'on raconte quoi? Il faut être touché par des personnages, il faut être touché par des êtres et leur destin. Et ça, forcément, chacun voit midi à sa porte, quoi. Vous pouvez définir le vôtre d'univers? Définir le mien. Alors, moi, je dirais, je résumerais ça comme ça. Ça veut rien dire et ça veut peut-être en dire un peu plus. Moi, je pense que, enfin non, je vais vous raconter une histoire plutôt. J'ai un souvenir très précis. J'avais 20 ans et j'ai croisé un grand metteur en scène qui est Frédéric Rossif, qui a fait le fameux documentaire de Nuremberg à Nuremberg, qui a fait des films sur les animaux, des documentaires, etc. Et je travaillais dans sa société de production comme stagiaire, un petit assistant, et on était à côté de la photocopieuse. Et à un moment donné, il m'a dit, mais vous avez déjà fait des courts-métrages? Et j'avais fait des courts-métrages. Et il m'a dit, mais ce sont des sujets graves ou ce sont des sujets légers? Alors, j'ai réfléchi, il y en a un qui était
la fin du monde, l'autre qui était l'histoire de quelqu'un au bord du suicide. Donc je dis, c'est plutôt des sujets graves, quoi, soyons sérieux. Et je me rappelle très bien de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ah, c'est marrant, il avait à l'époque, je pense, 60 ou 70 ans, et il m'a dit, quand on est jeune, on est grave avec la vie, et puis petit à petit, on apprend qu'il faut composer avec, et on devient plus léger. Et ça a été c'est quelque chose qui est resté imprimé dans mon cerveau. Et je pense que la vie est un peu une farce tragique et qu'il y a un moment, il faut apprendre vite à en rigoler. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire à travers le cinéma que j'ai fait, à travers le cinéma que j'essaye de faire, à travers ça donne parfois des comédies, parfois pas, mais je pense que il y a quelque chose d'un peu ironique dans tout ça. Enfin, par exemple, on vient de passer tous 2 mois enfermés chez nous à nous parler avec des écrans comme ça. C'est quand même très très bizarre, quoi, non? Donc à un moment donné, si on n'apprend pas à rigoler de tout ça, si on n'apprend pas à rigoler des situations dans lesquelles on est, qu'est-ce que c'est qu'une vie? C'est 80 ans sur Terre, 90 ans sur Terre, 100 dans le meilleur des cas, et encore ça dépend dans quel état. Donc à un moment donné, quel est le sens de tout ça? Je pense que c'est c'est explorer tout ça à travers le cinéma, à travers les histoires qu'on raconte, c'est la chance qui nous est donnée. Moi, voilà un peu mon appréhension du monde, et je sais pas si j'ai résumé mon univers de cette manière, mais c'est comme ça que je le résumerai en tout cas. Merci beaucoup. Je crois que Jeanne va aller encore plus loin. Moi, j'ai une question. Tout à l'heure, vous disiez que vous aimiez bien avoir une personne avec qui vous confrontez pour différentes opinions. Mais donc, vous préférez travailler votre scénario en solitaire ou avec plusieurs personnes? Ah non, j'aime bien travailler avec plusieurs personnes. J'aime bien. En fait, c'est un échange. Même quand on travaille à plusieurs, il y a forcément des moments où on travaille seul. C'est-à-dire qu'on échange, mais il y a un moment donné où on est, comment dire, on travaille chacun de notre côté, et puis on échange nos travaux, et puis on se revoit, et puis il y a une partie commune et une partie pas commune. Donc, si vous voulez, moi j'aime ce que j'aime. Pourquoi j'écris pas de romans et que j'écris des scénarios? Parce que j'aime travailler avec quelqu'un d'autre. Parce que j'aime que ce soit un réalisateur, que ce soit un autre scénariste, que ce soit. Ce qui m'amuse, c'est le sport d'équipe. Ça, c'est lié au cinéma. Le cinéma, l'audiovisuel, c'est un sport d'équipe. Romancier, c'est un travail de solitaire. Il y a une partie solitaire du travail que j'aime énormément et que je pratique et que voilà. Mais si je ne pourrais pas passer toutes mes journées tout seul, enfermé à écrire. Il y a un moment, ça m'ennuierait. Et donc, en fait, j'aime bien échanger avec quelqu'un d'autre en plus, je trouve qu'on avance tellement plus vite, qui me renvoie à mes propres contradictions, qui me confronte, je trouve que c'est une chose formidable. Donc, c'est ce que j'aime en fait dans l'écriture audiovisuelle, scénaristique. Et Sarah, maintenant, aimerait aborder avec vous la possibilité d'envisager les acteurs par rapport à un scénario. Qu'est-ce que vous vouliez demander, Sarah? Oui, est-ce que pendant l'écrit, vous imaginez déjà un casting? Ça arrive parfois, parfois pas. Paulette, par exemple, je reprends cet exemple puisque j'ai pensé à 2 actrices pendant toute l'écriture du film, puisque j'étais scénariste également. Et en fait, ça n'a jamais été ces 2 actrices-là, ça en a été une autre, qui a été formidable dedans, enfin inoubliable. Donc, bien sûr qu'on pense à des gens, mais plus que des actrices, on pense à des personnages d'abord. Par exemple, Paulette, qui a gardé ce nom, le film a gardé ce titre-là, je l'ai appelée Paulette pour une raison très simple. Paulette, quand j'ai commencé à écrire, c'était une tante par alliance qui s'appelait Paulette. Et chaque fois que je pensais à Paulette, elle avait un caractère un peu dur, sèche, etc. Je notais Paulette et quand je pensais à elle. Et du coup, ça m'aidait à écrire. Voilà. Et donc, il y a des moments où on fait ça et on change le nom pour froisser personne ensuite, etc. Là, on n'a pas fait ça. Le premier casting qu'on fait, c'est des personnages qu'on connaît et dont on s'inspire. Alors, parfois, un personnage est le mélange de 2 ou 3 personnes que l'on connaît, mais moi, je crois beaucoup à ça. Je ne crois pas qu'on ait un personnage. Enfin, la force d'une histoire, c'est les personnages. Et donc, c'est eux qui donnent qui insufflent le carburant, la force. Donc, ces personnages-là, il faut absolument les imaginer rentrer dans leur peau, etc. Et donc forcément, on s'appuie sur des gens qu'on connaît au départ. Après, c'est le mélange de 2 ou 3 personnes. Paulette, c'était cette tante dont je parle. C'était des reliquats de ma grand-mère immigrée italienne de la première heure
assez xénophobe, trouvant qu'il y avait trop d'étrangers en France alors qu'elle l'était elle-même, enfin, etc., etc. Donc c'était tout un mélange de ça, quoi. Et donc on pense à ça d'abord, avant de penser aux acteurs, on va dire. Et puis à un moment, alors après ça dépend. Il y a des films où tout d'un coup on se dit ce personnage-là, parce qu'on sait déjà, ça serait formidable si c'était un tel ou tel ou voilà. Mais souvent, moi, je pense à des gens qui m'inspirent, vrai. Je me dis, tiens, ce personnage-là, il est comme elle ou il est comme lui ou je devrais penser à lui ou à elle. Maintenant, Noé voudrait vous poser des questions sur la fin d'un scénario, sur la fin d'une histoire. Noé, à vous. Quand on écrit un scénario, est-ce qu'on doit déjà connaître la fin ou la globalité de Ouais. l'histoire? Ouais, je pense. Parce que ça, justement, c'est peut-être d'ailleurs la différence entre le chemin d'un romancier qui se laisse guider à un moment donné, qui a un certain nombre de choses dans les mains, mais même, je pense, c'est-à-dire quand même, on sait d'où on part, on sait où on veut arriver, on a l'idée de 2 ou 3 choses par lesquelles on veut passer, et à ce moment-là, on commence à construire une histoire. Mais par exemple, typiquement, et sur le scénario plus que sur le roman, je pense, typiquement, nous, on développe toujours et on fait développer à nos étudiants, par exemple, une structure narrative qui au début est en 3 pages, en 5 pages, en 10 pages, bref, un traitement, un synopsis, un traitement où toute l'histoire se déroule au début dans des mouvements assez larges et puis de plus en plus précis, et les personnages, le chemin des personnages, de manière, comment dire, à avoir la continuité de laquelle on va partir pour pouvoir découper, séquencer l'histoire. Oui, je crois que c'est indispensable. Sinon, qu'est-ce qu'on raconte, quoi? Alors, quand on est romancier, on part d'un personnage très fort et peut-être la série, on peut avoir cette liberté-là encore. Mais on a quand même besoin d'une direction vers laquelle on va. Et quand on fait un long métrage je pense qu'il faut absolument ça. On a besoin de savoir sur quel pied on retombe. Et je crois que Noé, justement, puisque vous parlez de direction, avait aussi une question à vous poser sur une autre direction. Allez-y, Noé. Par rapport au métier de scénariste, donc comment a-t-il évolué au cours du temps, par exemple en travaillant maintenant pour des séries télévisées ou d'autres fictions? Et j'irai même plus loin, excusez-moi, est-ce qu'il y a une évolution à envisager avec la multiplication des nouveaux médias? Vous voyez, les deux questions Oui, se alors rejoignent. le métier, il a clairement évolué, si vous voulez, même si on part entre les scénaristes américains, les Faulkner, les Dos Passos, qui écrivaient pour les studios et qui avaient un rôle comment je dirais, de piscopie, quoi, enfin, qui travaillaient comme alors vraiment des employés des studios. La version plus auteur, qui est assez française, qui est liée à un renouveau du cinéma français et qui s'incarne à travers la nouvelle vague notamment, où le scénariste et le réalisateur se confondent et où il y a un seul auteur qui devient le maître du jeu de tout cela. Et aujourd'hui, où on revient à une découpe plus ancienne, où il y a d'un côté des scénaristes, de l'autre des réalisateurs, et des séries télé, bien sûr que ça a évolué énormément. Il y a des gens qui sont devenus des stars de la série télé, par exemple, scénaristes, qui sont à la fois des showrunners. Regardez, par exemple, la grande différence entre une série télé et un film de cinéma ou un film de télévision, mais un film de cinéma, disons, l'auteur, celui qui est considéré comme l'auteur à juste ou à tort, à juste titre ou à tort, c'est le réalisateur. Un film c'est le réalisateur. En série télé, on n'est pas du tout là-dedans. En série télé, celui qui est considéré comme le maître d'œuvre, c'est ce qu'on appelle le showrunner, qui est en fait le super scénariste, directeur artistique de la série. Donc, et les réalisateurs sont des techniciens qui viennent en général réaliser 1 ou 2 épisodes mais qui sont pas les mêmes de bout en bout. Il y a quelqu'un qui assure la continuité artistique, etc., qu'on appelle le showrunner, et qui est plus lié à l'écriture en général qu'à la réalisation. Parfois les deux, mais parfois non. House of Cards, Fincher a fait les 2 premiers épisodes, mais ensuite il a plus, voilà. Donc il y a évidemment ça a évolué énormément. Après, ce marché de la série
et la multiplication des plateformes, des Netflix, des Amazon, évidemment, c'est de plus en plus de choses à tourner, de programmes à tourner, et on voit mais après, est-ce que le cinéma en salle restera aussi vivace qu'il l'est? Est-ce que là d'ailleurs, je pense qu'il a pris un grand coup dans la figure, et est-ce qu'on va pas ne plus produire entre guillemets que des séries télé au détriment des films? Voilà, c'est chaque chose a son plaisir. J'ai un ami qui, je sais plus, l'autre jour est tombé sur un film et me dit, ah, c'est formidable, c'est comme une série mais en plus court. Et c'est un peu ça quoi, aujourd'hui. C'est-à-dire que, tiens, on peut me raconter une histoire super en 1 heure et demie au lieu que ça dure 8 heures, quoi. Et donc, voilà, oui, ça évolue énormément. Et je pense que le marché, c'est ça qui fait d'ailleurs que il y a des tas de jeunes qui rentrent dans ce métier et qui a cette possibilité-là, particulièrement dans notre pays, qui reste quand même le 4e ou 5e producteur au monde de cinéma, et d'audiovisuel, c'est cette diversification et ce besoin d'image qui fait que tous les nouveaux médias en utilisent, en ont besoin, et qu'on continue de produire, quoi. Mais je crois que vous avez raison, nous sommes totalement dans une période de transition dont on ne sait pas très bien où elle va nous mener. Mais pour en revenir au scénario, Victor voulait vous poser une question d'ailleurs à laquelle vous avez en partie répondu. On a bien compris que vous enseignez l'écriture du scénario dans votre école. Mais à ce moment-là, Victor va vous provoquer un petit peu. Victor, vous aviez une question, je crois. Vous avez donc dit que vous enseignez l'écriture, mais d'après vous, n'est-il pas dangereux de prétendre qu'on enseigne l'écriture? Je prétends pas enseigner l'écriture. Je prétends donner un certain nombre de recettes de cuisine à des gens qui ont envie de pratiquer l'écriture. Moi, je considère que à un moment donné, les gens ont du talent, n'en ont pas. C'est pas moi qui leur en donnerai. C'est pas Mais par contre, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un certain nombre de trucs, de clés, d'outils qui permettent de comprendre un peu, d'avoir une vision sur ce qu'on fait, et surtout sur une matière, encore une fois, qui est extrêmement subjective. Si on fait de la peinture ou du décor et que on voit on voit à quoi ça ressemble. L'écriture, c'est une espèce de chose mobile, assez subjective. Il y a des choses qu'on peut aimer, d'autres pas. C'est compliqué. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de règles, d'outils, de choses qui font que qu'on peut transmettre aux étudiants et qui peuvent leur permettre de comprendre comment travailler, comment évoluer dans l'écriture, dans le développement de leur projet, etc. Voilà, c'est tout. Après, j'ai pas la prétention d'apprendre à écrire à quelqu'un. Et en plus, sachons aussi que l'écriture audiovisuelle, le scénario, c'est une écriture assez simple en termes de français, c'est-à-dire que on écrit au présent 9 fois sur 10, on est dans une écriture simple, verbe, sujet, verbe, adjectif, point, quoi. On n'essaye pas de faire on n'essaye pas d'être formalisme littéraire ou dans la forme littéraire, on est dans une écriture technique qui va servir, encore une fois, qui est une écriture transitoire pour aboutir à un film après. Justement, tout à l'heure, vous avez évoqué John Truby et Robert McKee, et sur ce point-là, Sarah voulait revenir avec vous et se poser des questions à propos de ces ouvrages. Est-ce qu'ils sont aussi bons que ce que l'on pense? Sarah, vous vouliez émettre quelques réserves. Par exemple, en lisant l'anatomie du John Truby, on a l'impression que l'écriture scénaristique se résume à des mécanismes. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces livres-là qui prétendent enseigner l'écriture du scénario? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, ils m'ont beaucoup apporté ces livres-là à une époque où j'étais tout jeune et où il n'y avait pas d'école du tout d'écriture et où on cherchait des points de repère. Voilà. Après, si vous prenez ce livre-là au pied de la lettre, c'est pas super. C'est des recettes de cuisine, c'est des livres d'analystes du scénario. Ni Truby ni McKee n'ont fait grand-chose de mémorable en termes scénaristiques ou en termes de films. Appelons un chat un chat. Donc c'est des théoriciens de l'histoire et des théoriciens du travail. Et je pense qu'ils sont assez bons dans ce domaine. Maintenant, il serait ridicule de penser que écrire une histoire, c'est suivre les recettes de cuisine qu'ils développent dans leurs bouquins. C'est simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des points de repère. Après, il y a des moments, il faut s'en écarter. Il y a des moments, il faut faire autrement.
Voilà, faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. Je ne crois pas que on ne réussit pas un scénario en suivant chapitre par chapitre le programme de Troubi ou celui de Mackie. Mais ça peut être intéressant sur l'analyse et la compréhension de ce qui est la fragilité d'un personnage quand on a ça. Par exemple, il y a une règle qui était la règle d'écriture des studios, qui a été d'ailleurs théorisée par Mackie et par Troubi, Mackie le premier, mais qui était de dire quand on, par exemple, pour un film des studios, à un moment donné, il va y avoir un coup de fil et le personnage principal doit apprendre une nouvelle qui est dramatique. Sa mère est morte. Bon. La règle numéro 1, c'était de dire, à ce moment-là, il doit être au milieu d'un anniversaire, ça doit rigoler, ça doit... Voilà. Si la nouvelle qu'il apprend au téléphone est une nouvelle formidable, sa femme vient d'accoucher, il est milliardaire, etc., il doit être au fond du trou, au bord du suicide, avec la corde qui pend du mur. Voilà. Et on vient de lui apprendre ça. Alors, ça, vous voyez bien que c'est de la recette de cuisine, mais en même temps, c'est pas complètement imbécile. C'est-à-dire que c'est l'histoire des contrastes. C'est-à-dire que si j'ai envie que la nouvelle dramatique prenne une importance particulière, j'ai intérêt à la mettre, à la projeter dans un cadre heureux, plutôt que dans un cadre. Si la bonne nouvelle se passe au moment où je suis en train de faire la fête, ben, on s'en fout. Et ça, c'est les recettes de cuisine qu'on trouve dans ce genre de bouquin, mais qui sont pas... Alors, si vous suivez ça au pied de la lettre, le problème, c'est que tout le monde va faire le même film et que ça n'a pas d'intérêt. Maintenant, je pense qu'il y a des choses à en tirer et une façon de regarder des mécaniques dramaturgiques du cinéma qui sont intéressantes. Écoutez, ces conseils sont très précis et justement, je crois que Victor avait une question personnelle à vous poser, personnelle en ce qui le concerne lui. Oui, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait devenir scénariste? Et est-ce que c'est une voie dans laquelle on peut vraiment s'engager? Alors moi, je pense que c'est une voie dans laquelle on peut vraiment s'engager. Je forme chaque année 10 scénaristes avec d'autres professeurs d'ailleurs. Donc si je ne le pensais pas, je ne le ferais pas parce que je serais franchement malhonnête et je pense que c'est la chose que je trouve formidable avec le scénario. C'est difficile, c'est très dur et c'est en général comment dire, une réflexion personnelle sur soi-même importante. La chose formidable du scénario, c'est que personne ne vous demandera jamais euh, votre curriculum vitae. Si vous écrivez une très bonne histoire, une histoire géniale, quelqu'un vous l'achètera, quelqu'un en fera quelque chose. Et ça, c'est la force du scénario. On n'a pas besoin de justifier de 10 ans de métier, de 25 projets derrière. Vous pouvez payer cash en montrant comment dirais-je, la chose que vous avez écrite ou développée avec quelqu'un d'autre, etc. Vous pouvez avoir 18 ans, écrire un scénario formidable et comment dire, c'est ce qui est arrivé à Matt Damon d'ailleurs. Hein, il a commencé dans le métier comme ça pratiquement. Et c'est voilà, ça c'est la grande force. Si vous êtes réalisateur, on va vous demander ce que vous avez fait avant et avant de vous laisser les clés de la production, c'est-à-dire d'un truc qui coûte très cher de toute façon, des quelques millions d'euros que coûte à minima un film, on va réfléchir à deux fois et on va quand même vous demander des preuves de ce que vous savez faire, etc. Là, non, vous pouvez apporter. Et ça, c'est une liberté absolument incroyable. Et moi qui suis réalisateur et scénariste, je me rends compte qu'une des choses que j'aime dans le scénario, chaque fois que je m'y retrouve sur mes propres projets, en travaillant avec quelqu'un d'autre et tout, c'est que c'est un espace de liberté absolument incroyable dans ce métier. Beaucoup plus que la mise en scène. La mise en scène, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de décor, il y a des problèmes de confinement aujourd'hui, il y a des problèmes. Le scénario, c'est un truc qu'on peut pratiquer tout seul, à plusieurs, sans un rond. Et ça, c'est un truc formidable et sans aucune limite, en fait, quelque part. Nous arrivons malheureusement bientôt au bout de notre entretien qui est vraiment passionnant et Sarah et Victor ont des questions plus générales à vous poser avant de clore le débat. Sarah, c'est à vous. Vous avez un rapport cinématographique ou cinéphilique particulier avec la ville de Cannes? Avec la ville de Cannes? Oui. Alors oui, j'ai plusieurs rapports avec la ville. Bon, d'abord, comme tout le monde, je suis venu. Enfin, d'abord, je suis venu aux rencontres de Cannes de mois de novembre. Je suis venu, comme tout le monde, maintes et maintes fois au festival du mois de mai qui ne se déroule pas cette année. J'ai un lien aussi parce que il se trouve que une toute jeune comédienne qui a joué dans un de mes derniers films, à savoir Cerise,
est originaire de Cannes, Grasse, et Zoé Adjani, et elle a fait ses études au lycée de Cannes, enfin je sais plus lequel d'ailleurs. Bristol. Comment? Le lycée Bristol. Exactement, le lycée Bristol. Elle était en classe de théâtre, je crois, et elle a fait des essais, on a fait des essais, etc. Je la connaissais pas, et donc c'est elle qui a joué le rôle principal de ce film, et que j'aime beaucoup, que j'ai pas vu depuis un moment, mais voilà. Bah alors j'aimerais conclure cela en vous demandant quel est le plus beau film du monde pour vous? Ah, difficile, un seul, c'est tellement réducteur. Mais je dirais alors pour rebondir sur ce que je vous ai dit un peu plus tôt, parce que je pense que c'est vraiment, je sais pas si c'est le plus beau film du monde, mais en tout cas c'est un film qui m'a vraiment ébranlé. Et c'est le premier film de Federico Fellini que j'ai vu, et j'avais 15 ans, et c'était Fellini Rome. Et j'avais jamais vu aucun film de Fellini. Et j'ai été abasourdi, c'est-à-dire qu'au début je comprenais rien. C'est un film complètement déstructuré qui est comme une visite de Rome, une balade de Rome, etc. Et puis à un moment donné, comment dire, on rentrait dans le film. Il y a une séquence sur une autoroute où un cheval s'est échappé. On court après le cheval, c'est la pluie. Fellini essaie de tourner une séquence d'un film improbable qui tournera jamais, etc. Et j'étais tellement fasciné par ça, je me suis dit, si on peut faire ça au cinéma, ça vaut vraiment le coup d'en faire. J'avais 15 ans, et ce film a durablement ébranlé, et alors vraiment, pour le coup, dans l'antistructure absolue du scénario et de l'histoire, et c'était un pur moment de cinéma, quoi. Et après, découvert tout le cinéma de Fellini, qui est un cinéma qui me touche énormément parce que il est lié au pays de mes origines, en tout cas pour partie l'Italie, et je trouve que c'est un immense metteur en scène, si ce n'est le plus grand. Nous resterions bien des heures avec vous, Jérôme Enrico. Et malheureusement, le temps a passé. Donc, je vais remercier Jeanne, Sarah, Fanny, Victor, Noé, Aurélie Ferrier de Cannes Cinéma, bien entendu, et la technique. Et surtout, un grand merci à vous parce que vous avez été passionnant et d'une très grande générosité. Eh ben, Merci encore. J'espère que nous vous reverrons à Cannes. merci beaucoup. Très bonne soirée et merci infiniment.